À 6 jours du référendum, c'était cela. Un port en feu. La poursuite de l'opération Terre brûlée privait la cité de la moitié de ses réserves de carburant. Coupé du monde, Oran semblait s'entêter dans la folie de détruire. Des incendies s'allumaient un peu partout. Dans la rue où les meubles se consumaient, aux étages des immeubles désertés. La grande cité offrait le triste spectacle d'une ville qui se suicide. Sur le port, on campait dans l'attente d'un navire en partance. Ils étaient là des milliers pour qui ne semblait rester d'autre solution que la fuite. Et puis, les événements se sont précipités. Coup sur coup, on apprenait la fuite de l'ex-général Gardi et du dernier bastion de l'OAS, la constitution du comité de réconciliation. Et c'était l'événement que l'on n'attendait plus, que l'on n'aurait même pas pu imaginer. Musulmans et Européens se retrouvaient pour sceller la réconciliation. Tour à tour, Monseigneur Lacaste, évêque d'Oran, les responsables FLN, les notables musulmans faisaient savoir que les deux communautés s'étaient retrouvées, que musulmans et Européens allaient de nouveau pouvoir vivre côte à côte. Et d'heure en heure, voici que les manifestations de joie remplaçaient la suspicion, la crainte, l'hostilité. Dans la ville, les barrières matérielles tombaient. On enlevait les barbelés et les Européens qui tout à l'heure ne songeaient qu'à partir commençaient à réemménager. C'est dans cette nouvelle atmosphère qu'Oran allait participer au référendum. En quelques heures, des oui jaillissaient, ce oui qui signifiait l'indépendance et aussi la coopération. À l'ouverture du scrutin, les musulmans se pressaient au bureau de vote. Et les Européens aussi votaient. Ils sont venus beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait l'espérer. Dans toute l'Algérie, on enregistrait une participation électorale importante à plus de 85%. La majorité des Européens présents a pris part au scrutin. Sétif, pendant ce temps, revoyait Ferhat Abbas, l'ancien président du GPRA, qui, après 6 ans d'exil, retrouvait sa ville et sa famille au milieu de l'allégresse générale. Et tandis que quelque part dans l'Algérois, des détachements de la Wilaya 4 manœuvraient, une question se posait, qu'allait faire la LN, celle de l'intérieur et celle qui stationnait à l'extérieur des frontières, à la suite de la brusque crise du GPRA créée par le départ de Ben Bella. À Tunis, le président Bourguiba recevait M. Benreda et quelques membres du GPRA. On apprenait alors le limogeage du chef d'état-major de la LN, Boumedienne, et de ses 2 adjoints, accusés de menées personnelles au profit de Ben Bella. Quoi qu'il en soit, Alger, de son côté, votait. Dans la Casbah verte et blanche, décorée comme pour une immense kermesse, on est allé très tôt aux urnes. On a voté massivement. On notait une participation féminine particulièrement importante. Et Bab el-Oued, qui fut le bastion de l'activisme, a aussi voté. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidé à coopérer avec la France. À Orly a commencé une semaine franco-allemande qu'on peut qualifier d'historique. Le général de Gaulle avait tenu à venir accueillir lui-même le chancelier Adenauer avec le cérémonial réservé au chef d'État. Par ce geste, le président de la République française soulignait un événement capital dans l'histoire des 2 pays. Faisant table rase d'un passé jonché de morts et plein de souffrances réciproques, la France et l'Allemagne se retrouvent réconciliées. Paris a été associé à cette réconciliation. Paris a salué de l'Opéra au Quai d'Orsay l'homme de 87 ans qui venait en terre française consacrer une entente qu'il a toujours voulue.
Ainsi s'établit, a dit le général de Gaulle, la base sur laquelle l'union de l'Europe, toujours rêvée, jamais encore réalisée, devient désormais possible. À Montreux, le Premier ministre, M. Pompidou, accompagné de M. Mesmer, ministre des Armées, a présidé à l'inauguration d'un monument dédié au souvenir du bataillon de gendarmerie qui s'illustra durant la campagne de France en 1814. À l'intention des gendarmes d'aujourd'hui, qui baptisaient leur nouvelle promotion, M. Pompidou a déclaré « La gendarmerie mérite l'estime, le respect et la confiance de la nation ». À Rouen, le nouveau palais des congrès accueillait la 17e assemblée des directeurs de salles de cinéma français. Une assemblée placée sous un signe bénéfique puisque le président, M. Edlin, devait y annoncer des décisions gouvernementales qui, loin de couper l'appétit des congressistes, furent au contraire accueillis favorablement comme l'amorce d'une politique nouvelle en faveur du 7e art. Ils sont partis, les meilleurs pilotes internationaux et les meilleures voitures sont là, il ne manque que les Ferrari. Il n'y a donc au départ du Grand Prix de Reims que des voitures britanniques, ou presque. 2 Porsche se sont égarées dans cette épreuve, mais elles ne sont là que pour mémoire. Pour prouver qu'il a plusieurs cordes à son arc, Surtees sur Lola numéro 26 a pris la tête dès le premier tour. Surtees est en effet un ancien champion du monde motocycliste, un renégat en quelque sorte qui préfère désormais la stabilité d'une voiture de course. Après avoir fait illusion, la voiture de Surtees n'a pas tenu à ce régime. C'est la Cooper numéro 6 du néo-zélandais McLaren qui lui succède. Et le fougueux jeune premier du sport automobile conserve l'avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. Ses admiratrices mettent autant de fougue dans leur élan de sympathie, mais McLaren s'en tire cependant sans dommage et avec le sourire. Comme Monsieur Tout-le-Monde, après une journée bien remplie, ce jeune premier aux yeux candides retrouve ainsi chaque soir son petit bonheur. Ce petit bonheur, ce sont les moments trop rares qu'il passe en compagnie de sa femme et de sa petite fille Pascale, et pourtant ce père de famille tranquille, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est Michel Jazzy, le plus grand athlète français de tous les temps. Sa journée est beaucoup plus longue que celle du commun des mortels, elle est réglée au chronomètre comme ses records. À l'heure du massage, depuis son réveil à 7 h du matin, Jazzy a déjà avalé 20 km de course à pied dans les bois, il en est ainsi chaque jour. Tout ceci pour en arriver là. Sur une piste où des milliers de spectateurs l'acclament pour pousser à fond sur l'admirable mécanique qu'il a mise au point à force d'énormes sacrifices. Jazzy, qui a 26 ans, n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un monstre. Ses qualités, il les a acquises grâce à sa volonté. Et cela donne cet admirable spectacle de l'athlète sûr de lui qui pulvérise le record du monde des 3000 mètres en 7 minutes 49 secondes 2 dixièmes. Piri, l'ancien recordman du monde, aurait terminé à plus de 20 mètres derrière lui. On peut être une grande vedette et continuer de mener la vie de tout le monde. Jazzy est un amateur, il ne mène pas une vie de milliardaire. Chaque jour, il se rend à son journal où il est typographe et c'est là qu'il a lui-même mis un point final à son dernier exploit en composant la page qui relate son extraordinaire performance. L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour, mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. C'est ainsi qu'Alger avait accueilli, accompagné par une escorte improvisée de motocyclettes, le président Ben Reda et les membres du GPRA. Accueil triomphal des musulmans malgré l'absence de Ben Bella. Belkacem Krim n'avait pas réussi à le convaincre de revenir du Caire avec lui et la crise restait ouverte. L'explosion de joie n'en fut cependant pas amoindrie pour autant et du balcon de la préfecture d'Alger, le président du GPRA put prendre la mesure de sa popularité auprès d'une foule qu'il rencontrait pour la première fois. Oran, pendant ce temps, voyait aussi se développer les manifestations populaires. Dans la ville où l'ALN avait installé un préfet musulman, les cortèges sillonnaient la ville européenne comme la ville musulmane pour célébrer à l'unisson du reste de l'Algérie l'indépendance toute neuve. Mais
Oran, de nouveau, allait être le point noir de cette semaine algérienne. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Une fusillade qui a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés parmi les deux communautés. Le drame avait figé la ville dans l'angoisse. Oran était redevenue une cité coupée en deux et la ville européenne une ville morte. Pour assurer l'ordre dans la cité européenne, les responsables faisaient appel aux troupes françaises. Conséquence immédiate du drame, l'exode des Européens s'accentuait. Carthagène, port espagnol, enregistrait un accroissement du nombre des rapatriés. Arrivés parfois sur des chalutiers, plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants d'origine espagnole ont ainsi renoncé à faire partie de l'Algérie nouvelle au moment même où elle vivait les premières heures de l'indépendance. L'indépendance, la population musulmane d'Oran avait continué de la célébrer en acclamant, après les troupes de la Wilaya 5, les soldats des 9 Katibas venus du Maroc. Mais ici, comme à Alger, la crise ouverte au sein du GPRA n'a entamé en rien la joie populaire. À Rocher-Noir, d'ailleurs, les événements suivaient leur cours. M. Jeannet, premier haut représentant de la France, remettait au président Farès ses lettres de créance. Ainsi s'affirmait une indépendance qu'Alger, comme le reste de l'Algérie, est célébrée avec bruit, avec chaleur, en saluant les troupes de l'armée de libération. Cette semaine, sans doute, s'acheverait sur une question. L'unité du GPRA serait-elle ressoudée? Mais pour les Algériens, il n'y avait eu qu'un événement désormais historique. Ils venaient de vivre leur première semaine d'indépendance. Après Paris, Rouen. C'est à travers la province française que s'est poursuivi le voyage du chancelier Adenauer. C'est la France des traditions qui lui fut offerte. Au château de la Brède, il rendait visite à Montesquieu, dont l'écritoire semble encore attendre qu'une ligne soit ajoutée aux lettres persanes ou à l'esprit des lois. Bordeaux, tout proche, l'accueillait en la personne de son maire, M. Chaban-Delmas. Le Bordelais lui présentait ses traditions, celles des bergers landais, celles aussi des vins. L'ancien maire de Cologne ne dédaigna pas de faire au vin du Rhin l'infidélité d'un verre de Bordeaux. Et c'était Mourmelon. Mourmelon où 8 sections de parachutistes rendaient les honneurs et où côte à côte le chef de l'État français et le chancelier d'Allemagne fédérale assistaient au défilé commun des troupes allemandes et des troupes françaises. Base de l'édification européenne, la réconciliation entre les deux pays ne pouvait se manifester d'une façon plus spectaculaire. C'est à la cathédrale de Reims où la messe était célébrée que s'achevait ensuite en compagnie du général de Gaulle la visite en France du chancelier Adenauer. Et sous ces voûtes prestigieuses, à travers deux hommes, deux peuples se retrouvaient. C'est sans doute la vision agricole la plus saisissante de l'année. Dans la campagne hollandaise, une charrue qui laboure toute seule. Arrivée au bout du champ, la machine s'arrête, change de sillon et repart allègrement dans l'autre sens. Le fermier Cornelis Silling a mis au point cet instrument de rêve, ce robot labourant qu'on pourra désormais installer dans un chaume avant d'aller se coucher pour trouver, au réveil, le champ labouré. L'agriculture manque de bras, dit-on. Mais au juste, pourquoi faire? La Tour Eiffel, qui en a vu d'autres, et les estivants des bords de la Seine ont assisté, eux, à l'une des toutes premières pénétrations de l'automation dans l'art.
On doit cette petite révolution à Éric Münster, danois de naissance, parisien d'adoption, peintre abstrait de vocation et propriétaire d'un véhicule automobile. Tous éléments qui ont leur importance puisqu'ils ont donné à notre homme l'idée géniale d'abandonner les pinceaux traditionnels et vieux jeux au profit de l'essuie-glace, électrique et moderne. C'est beaucoup moins fatigant et, affirment les mauvaises langues, qui par définition ne connaissent rien à l'art, le résultat est sensiblement le même. Alors, les peintres attardés dans les ornières de méthodes dépassées n'ont plus qu'à plier leur chevalet, ou à s'engager dans les voies encore vierges de la peinture au canon, ou au vibromasseur. Au départ du Grand Prix de l'ACF, au circuit des Essarts, près de Rouen, les Ferrari sont encore absentes. Il y a là des voitures anglaises et aussi 2 Porsche. Sur ce circuit très difficile, malgré les moyennes élevées, on roule à plus de 160 à l'heure. Il ne faut pas en demander trop à sa mécanique. Mais allez donc demander à certains pilotes d'être sages. Ils étaient 17 au départ, à l'arrivée, il n'y en aura plus que 9. Et en queue de peloton, une petite voiture grise, la Porsche numéro 30 de Don Garney. Lui, il ne fait pas de folie, il tourne sans se préoccuper des autres, sans entrer dans la bagarre. Ce qui n'est pas le cas de Graham Hill, BRM numéro 8, qui mène l'épreuve tambour battant, mais qui pendant l'espace d'un éclair va faire trembler la foule. Attention! Et pendant ce temps, la petite voiture grise de Dan Gurney a grignoté toutes les autres pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Et voilà comment on gagne le Grand Prix de l'ACF. Si l'on envie ce champion de ski nautique, c'est moins pour ses qualités sportives que pour la chance qu'il a de profiter de la fraîcheur de Londres. C'est à Hanovre, en Allemagne de l'Ouest, que se déroule cette compétition. Remarquez qu'il y a un autre moyen de profiter de la fraîcheur, c'est de plonger dans l'eau. Et c'est ce que semblent préférer les sauteurs au tremplin. Du moins si l'on en juge par les apparences. La technique est différente selon les concurrents. Mais le résultat est toujours le même. Ce n'est pas un championnat de saut, c'est un concours de plouf. Eh bien non, tombera pas. Il faut bien quand même qu'il y ait des concurrents qui sauvent l'honneur. C'est à Prague, en Tchécoslovaquie, que se sont déroulés cette année les championnats du monde de gymnastique. Dans cette spécialité, les soviétiques sont imbattables. Ils ont monopolisé les médailles d'or dans presque tous les exercices. Et pour n'être pas en reste, leurs camarades féminines en ont fait tout autant. Cet exercice, c'est aussi beau qu'un ballet à l'opéra. Force, souplesse, audace, voilà ce qu'on exige d'un grand gymnaste. Un tel équilibre force l'admiration du spectateur le plus blasé. Les Tchécoslovaques ont eu de la chance d'assister à de telles exhibitions. Si le Tour de France 62 a enchanté les spécialistes, il a en revanche déçu bien des profanes, c'est-à-dire la majorité des spectateurs. Les juges de paix traditionnels, les grands cols pyrénéens et alpestres, n'ont pas donné leur verdict. Il n'y avait aucun grimpeur de génie dans le peloton des coureurs. On a certes pris des risques dans les descentes à tombeau ouvert, mais pour rien. Il a fallu le réveil de Raymond Poulidor entre Briançon et Aix-les-Bains pour réchauffer un peu l'enthousiasme de tous ceux qui attendaient du Tour de France un morceau de bravoure quotidien. Et puis, pour sortir de la monotonie, il y a eu le grand exploit de Jacques Anquetil contre la montre, mais il n'était pas nécessaire de courir pendant plus de 3 semaines pour permettre à Anquetil de réaliser une performance qui, au fond, a duré moins de 2 heures. Il y avait quand même 40 000 Parisiens pour applaudir les rescapés de la grande épreuve de l'équipe et du Parisien libéré, qui conserve son prestige malgré vents et marées. Même le sprint final gagné par Benedetti a été gâché par le public. Le public, peut-être injuste, n'a pas fait à Jacques Anquetil, le grand vainqueur, l'ovation qu'il méritait. On ne peut tout de même pas lui en vouloir s'il a gagné le Tour de France. C'est un pas en avant dans l'édification de l'Europe qui vient d'être fait avec l'électrification de la ligne Paris-Strasbourg. En inaugurant la traction électrique entre les 2 cités françaises, la SNCF vient en effet de contribuer à diminuer les distances entre les pays d'Europe. Désormais, à 120 km/h de moyenne, Strasbourg ne sera plus qu'à 4h11 de Paris, au lieu de 5h20 avec la traction à vapeur. Dans le même temps, autre pas en avant vers l'Europe, on procédait à l'immersion des éléments du premier tronçon de l'oléoduc sud-européen.
Il s'agissait de faire franchir aux canalisations la passe qui sépare le port pétrolier de l'Avera et les réservoirs de stockage de Port-de-Bouc. Les 2/3 de l'oléoduc qui reliera sur 782 km l'Avera à Karlsruhe en Allemagne sont déjà achevés. Dès l'an prochain, l'Europe disposera d'une artère pétrolière capable de distribuer 10 millions de tonnes de pétrole par an. De l'Arc de Triomphe à la Concorde, l'armée française a défilé devant le général de Gaulle et les plus hautes personnalités de la République. Mais c'était une armée dont l'aspect différait sensiblement de celle qu'on avait l'habitude de voir participer à la traditionnelle revue. Pour ce défilé du 1er 14 juillet sans guerre, on aura vu passer plus d'engins motorisés, plus de blindés. On aura vu passer aussi une batterie de missiles SE 4200, l'esquisse d'une armée nouvelle qui aura demain sa force de frappe atomique. La revue qui marquait le 173e anniversaire de la prise de la Bastille aura donc été celle de l'armée de demain. C'est dans une Algérie aujourd'hui indépendante que le 14 juillet a eu son écho. Si pour la première fois depuis 132 ans la fête nationale française n'a pas été célébrée, à Régaïa cependant une cérémonie imposante dans sa simplicité a rappelé en présence de M. Jean-Marcel Jeannet, haut représentant de la France, et de M. Abderrahmane Farès, président de l'exécutif provisoire, cette date historique. Le grand changement qui vient de s'accomplir en Algérie entraîne toujours des séquelles de désordre. Aussi, les autorités légales s'efforcent-elles, par des contrôles sévères, d'éliminer les éléments troubles qui contrarient par leurs méfaits la remise en ordre du pays. Ces opérations ont amené à Oran la concentration de quelques centaines de ces incontrôlés qui, profitant des circonstances, se sont rendus coupables de pillage, de vol ou même de meurtre. En particulier, 5 des responsables des émeutes d'Oran qui firent quelques 100 morts et 150 blessés. Ceux-là, déjà, ont été condamnés à mort. L'autre grave problème est celui de la division du GPRA. Retiré à Tlemcen, Ben Bella garde ses distances avec Ben Reda. Ses partisans comportent quelques ministres du GPRA, dont Ahmed Francis, une notable fraction de l'armée et son conseil habituel qui reste toujours Maître Boumengel. Le conseil des wilayas doit résoudre l'opposition Ben Bella-Ben Reda. Celui-ci, de son côté, est venu faire acclamer par plus de 15 000 de ses partisans, au stade municipal d'Alger, la légitimité exclusive du GPRA. Au cours de son discours, il a lancé avec force un appel à l'ordre et à l'union, base indispensable du jeune État. Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire, c'est le satellite Telstar, dont les 77 kilos ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Il était 3h55 à Cap Canaveral. 10 minutes plus tard, Telstar était sur son orbite. À la station française de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, le radar de détection fouillait le ciel. Le cerveau électronique collationnait les renseignements qui permettaient de situer exactement le satellite. Enfin, les signaux du satellite se laissaient capter, le contact était établi. Le deuxième radar entrait en action pour assurer un pointage plus précis à 2 centièmes de degré près, nécessaire à la bonne réception des émissions relayées par Telstar. Sous la sphère de matière plastique de 50 mètres de rayon, une énorme oreille métallique de 340 tonnes pivotait pour recevoir ces émissions. À cette masse, il avait fallu donner l'aisance et la précision d'un mouvement d'horlogerie qui lui permit de suivre le trajet de Telstar sans à-coups. Lorsqu'à l'occasion de son 6e passage, le satellite put être capté à la fois par l'Europe et les États-Unis, la première émission de télévision transocéanique prévue à Andover aux USA devenait possible. La mission de Telstar était de relayer cette émission pendant 7 minutes. À Lannion, l'heure du suspense sonnait maintenant. L'oreille géante de Pleumeur-Bodou restait pointée vers le ciel. Et à 0h49, la première image apparaissait.
pour la première fois, une image de télévision était transmise en direct d'un continent à l'autre. We have to transmit our photo facsimile, and I hear that our fellows are working very hard to get word from the France station. There's some commotion there. I'm not quite sure what it means yet. Une étape importante vient donc d'être franchie. Avec plusieurs satellites identiques à Telstar, il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde. L'année 62, c'est l'année des grands crus pour la natation française. Les bébés nageuses, Annie Vanacker et Christine Caron, les deux enfants terribles qui n'ont pas peur des grandes, elles n'ont que 14 ans, ont failli bousculer la hiérarchie. Demain, il n'y aura personne pour les battre. En attendant, ici, dans la finale du 100 mètres, Annie Vanacker est un peu dépassée par les événements. C'est Eda Frost qui gagne. Pour Annie, Eda Frost fait partie de la génération des croulants. Pensez, elle a 24 ans. Chez les hommes, la France a retrouvé une équipe de très grands champions. Alain Godvalès et Gérard Gropez marchent à pas de géants sur les traces des Australiens et des Américains. Grâce à eux, dans 2 ans à Tokyo, on verra peut-être un drapeau français au mât olympique. Dans la finale du 200 mètres, ils pulvérisent tous les deux le record de France. Au 100 mètres, Godvalès a frisé le record d'Europe de 1/10 de seconde. Il est d'ores et déjà le favori numéro 1 des prochains championnats d'Europe. Les vedettes de l'athlétisme français font du tourisme en attendant leur âge, c'est-à-dire en attendant les championnats d'Europe. À Bordeaux, Michel Maquet se prépare tout doucement. Trop doucement peut-être, puisque son second, Sirovatsky, lance le javelot plus loin que lui, 72 mètres 67 contre 72 mètres 35. Maquet ne s'en formalise pas trop, il a le temps de voir venir. À Bruxelles, Michel Bernard congratule le capitaine de l'équipe belge qui sera battu par 100 points d'écart. Ouvion, futur très grand champion, passe allègrement ses 4,45 m à la perche, il en a l'habitude, c'est sa performance hebdomadaire. Quant à Jocelyn Delecourt, en une après-midi, il est redevenu le sprinter français numéro 1. Sur 100 mètres et sur 200 mètres, personne ne lui a résisté. Mieux, il est aujourd'hui le favori des championnats d'Europe du 200 mètres. À Lisbonne, Jazzy s'est payé une petite promenade de santé sur 800 mètres. La piste était mauvaise, et puis ce n'est pas tous les jours qu'on bat un record du monde. Et voilà comment on gagne un 800 mètres au petit trot. Dans les grandes compétitions, c'est un autre Jazzy que celui-là qui montera en vainqueur sur le podium. C'était il y a 8 ans, ce jour-là, des millions de téléspectateurs européens assistaient au 5000 mètres le plus passionnant qu'on ait jamais vu sur un stade. 2 hommes en tête, Vladimir Kutz, le soviétique, Chris Chataway, le britannique. À chaque démarrage de Kutz, Chataway répondait par un nouveau démarrage. Les 2 hommes continuaient ainsi jusqu'à en perdre le souffle. Cette rencontre Est-Ouest au sommet se terminait par la victoire de Chataway, victoire arrachée d'un cheveu. Les 2 athlètes avaient battu le record du monde. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, Monsieur le ministre siège à la Chambre des communes au banc du gouvernement britannique. Monsieur le ministre, c'est Chris Chataway. Avec lui, au moins, on est tranquille, on sait qu'il a du souffle. Il y a des années que cela dure et personne ne s'en est encore lassé. Ce sont bien eux, ce sont les Harlem Globetrotters qui offrent leur numéro aux spectateurs de Barcelone. Ils s'amusent comme des petits fous et dans le même temps ils enthousiasment la galerie. Et ceci se passe toujours au détriment de leurs adversaires qui frisent souvent le ridicule. Ici c'est Monsieur Meadow Lemon qui fait joujou avec la baballe, c'est le clown de l'équipe. Et voilà, mais après cela, un panier c'est bien accessoire. Le parti de Ben Bella s'est augmenté d'un allié. Ferhat Abbas, qui avait été l'an dernier évincé par Ben Reda, a rejoint à Tlemcen le chef de l'opposition. Il semble par ailleurs que le conseil des wilayas ait penché en faveur de Ben Bella. Aux dernières nouvelles, Ben Bella aurait pris le pouvoir de sa propre autorité. Cette semaine, le porte-avions Lafayette a fait à 3 reprises l'aller-retour Toulon-Oran pour ramener en France les Européens de la province d'Oranie en instance de retour et laisser à quai par l'insuffisance des paquebots en service. C'est quelques 7000 personnes qu'a ainsi ramené le Lafayette. Gens de tout âge et de toutes conditions, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui n'ont pu emporter de leur ancienne vie que de minces bagages.
Il faut plus que jamais que la France se montre généreuse pour panser ses plaies, apaiser ses peines. Marseille est le grand centre de ces rapatriés d'Algérie. Les entours de la Bourse, chaque soir, deviennent le quartier général de cette foule bigarrée qui essaye de retrouver là ses habitudes de langage et de ton. On y retrouve un parent, on y rencontre un ami, les nouveaux arrivés donnent des nouvelles, les autres renseignent et conseillent. Le cours de Verdun est devenu une sorte de babelouette de transit. On rapporte en effet que plusieurs centaines d'Algérois ont repris leur passage pour Alger. Dans les rues, les voitures à immatriculation algérienne ne sont pas rares. Scène d'un temps difficile qui exige à la fois des mesures, des précautions et la bonne volonté de tous. Les limites de notre monde reculent toujours un peu plus. Il n'y a pas si longtemps, les gouffres marins étaient inaccessibles. L'homme y pénètre aujourd'hui. Au large du Japon, le commandant Huo, l'ingénieur Wilm, à bord du bathyscaphe français Archimède, ont entrepris après 2 essais réussis la grande plongée au fond des fosses des Kourils. Leur descente devait durer 2 heures et ne s'arrêter qu'une fois le fond atteint, c'est-à-dire, on l'apprenait ensuite, à 9208 mètres de profondeur. 3 heures durant, les 2 hommes ont pu observer une vie sous-marine intense au fond de la grande cassure de l'écorce terrestre. Les abîmes marins qui ne sont plus aujourd'hui inviolables vont donc peu à peu livrer leurs secrets. Dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire vers le ciel, les limites de notre monde ont reculé. Il ne se passe guère de semaines qu'une fusée ne parte vers l'espace. Cette fois, la fusée Thor emportait un ballon du type Echo, dont les caméras ont enregistré la libération et le gonflage automatique à 1500 km de la Terre. De la taille d'un immeuble de 13 étages, ces ballons satellites auront pour mission de renvoyer les signaux vers la Terre. Dans le même temps, un homme, le major Robert White, parvenait à une altitude jamais atteinte à bord d'un avion piloté, 96 km. Emporté sous l'aile de ce mastodonte des airs qu'est le bombardier B-52, son appareil, le déjà fameux X-15, parvenait cette fois à quitter l'atmosphère terrestre. Il n'était jusqu'ici monté qu'à 76 km d'altitude. Au moment où il atterrissait sur le fond asséché du lac Roders, on put se dire qu'une étape était maintenant franchie vers l'avion satellite. Sur la falaise d'Étretat, à l'endroit même où l'oiseau blanc de Ningesser et Colly quitta la terre de France pour une traversée qu'il n'acheva jamais, un nouveau monument remplace aujourd'hui celui qui fut détruit sous l'occupation. Le ministre des Travaux publics, M. Dussault, en présence de plusieurs survivants des temps héroïques et de la sœur de Ningesser, a salué l'effigie des 2 martyrs de l'aviation qui, voici 35 ans, tentèrent l'exploit alors jamais accompli de la traversée Paris-New York. Le musée construit au pied du mémorial conserve, avec une cocarde de l'avion à bord duquel Ningesser enregistra 45 victoires pendant la guerre de 14-18, l'insigne funèbre qu'il fit reproduire sur l'oiseau blanc, dont le cinéma de l'époque enregistra le départ historique, et dont le musée garde aujourd'hui le train d'atterrissage largué par les pilotes après le départ pour diminuer le poids de l'appareil. L'oiseau blanc ne devait jamais plus toucher terre, et c'est aussi ce qu'évoque avec cet envol héroïque cette flèche inclinée qui ne désigne que l'espace.